Concernant le déroulé de ce webinaire consacré à Druide en psychiatrie, donc on a plusieurs points qu'on va aborder avec vous. Donc tout d'abord, vous présenter parce que certains établissements font que de la psychiatrie et n'ont pas pu utiliser Druide dans les autres champs. Donc vous expliquer qu'est-ce que c'est Druide, quelle est la feuille de route, quand est-ce qu'il va être déployé. Quelques notions après sur des prérequis, des points d'attention et aussi vous expliquer comment se déroule la phase de test. Donc là, elle est déjà en place depuis, mi-décembre, mais elle continue jusqu'à fin février, fin janvier, vous le verrez. Ensuite, vous présentez l'outil de façon générale et spécifiquement sur les fonctionnalités, pour la psychiatrie. Donc après chaque phase, de cette présentation, notamment suite aux prérequis, suite à la présentation générale et suite à la présentation des fonctionnalités psychiatrie, hem, Aurélie, se chargera de récolter les différentes questions que vous pouvez mettre dans le chat, parce que vous ne pouvez pas activer vos micros, mais vous pouvez tout de même nous poser des questions et interagir avec nous via le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Donc, s'il y a beaucoup de questions, Aurélie m'interrompra en cours de présentation. Et sinon, on fera des sessions de questions-réponses après chaque partie de la présentation. Donc, à la fin, rappelez quelques messages clés. Et on conclura par une information qui concerne uniquement les établissements ex-OQN, concernant l'information sur le reste à charge. Donc ça, c'est plus une nouveauté, enfin une nouveauté, des rappels, 2025 ou une nouveauté, pour lesquels on souhaite échanger avec enfin en tout cas, on souhaite informer les établissements ex-OQN. Donc ça ne concerne pas les établissements ex-DAF. Voilà pour le déroulé de ce webinaire. Donc pour commencer sur le contenu, et donc sur la feuille de route de Druid. Donc Druid, c'est un acronyme. Ça veut dire, dispositif de remontée unifié et intégré, des données des établissements de santé. Donc l'objectif de cet outil, c'est justement, de s'affranchir du nombre d'outils historiques qu'on avait pour faire remonter, les données d'activité dans les différents champs et en fonction des différents secteurs de financement et avoir à terme plus qu'un seul outil qui sert à faire les remontées PMSI. Donc Druid actuellement est en place dans les champs MCO depuis le M3 2023 et dans le champ SMR depuis le M8 2024. Et donc, il remplace tous les outils qui avaient, servaient à générer, enfin à gérer les séjours, l'activité de consultation externe, les lambdas, les visuals, que ce soit qualité, valorisation, etc. Et donc, tous ces outils ont été intégrés dans Druid. Donc ça, c'est le périmètre fonctionnel tel qu'il est à l'heure actuelle. Et donc l'objectif, c'est que Druid soit également déployé dans les champs psychiatrie et HAD et remplace les outils historiques. Donc pour ce qui est de la psychiatrie, Druid remplacera les outils Pivoine, XDG et XOQN et également, l'outil Visual Qualité. Toutes les fonctionnalités de ces outils seront intégrées dans Druid, et donc ça, c'est l'objectif. Donc, en termes de calendrier, donc comme je précisais, donc l'objectif de Druid, c'est remplacer les outils, de transmission des établissements, de tous les champs d'activité en un seul outil. Et après, il y a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui sont introduites, dans Druid. Donc c'est la possibilité de commander à distance la plateforme IPMSI. Donc jusqu'à présent, avec Pivoine, vous pouviez simplement déposer vos archives et commander un traitement. Là, avec Druid, vous allez pouvoir faire un peu plus de choses, notamment récupérer les tableaux valides, récupérer les visuals et également valider ou dévalider vos données si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi consulter les états IPMSI pour savoir s'il y a déjà eu un dépôt de données, est-ce que les données sont validées, etc. Donc tout ça, voilà, il y a une meilleure interaction avec les outils, avec l'outil qui est en aval de l'outil de transmission. Donc l'architecture de Druid est modulaire. Et puis il y a certaines fonctionnalités nouvelles, donc notamment l'automatisation des mises à jour. Donc vous serez prévenu lorsque vous lancerez Druid s'il existe une nouvelle version de l'outil. Euh, Ensuite, un certain nombre de rapports et de formats exploitables ont été mis à disposition. Et il y a également une démarche d'amélioration continue de l'outil qui est mise en place et qui bénéficie à l'intégralité des champs et des secteurs de financement.
Donc pour ce qui est du déploiement de Druid en psychiatrie, donc là, on est au mois de janvier 2025, donc on a déjà bien avancé sur ce calendrier, en tout cas, qu'on pour de notre côté. Donc la phase de développement de l'outil et de bêta test avec certains établissements qui sont représentatifs des établissements de santé a été terminée. Et là, on est en phase, de test général. Donc on a mis en place mis à disposition une version de Druid qui pouvait être utilisée, pour tester les données. Donc je représenterai un petit peu pour ceux qui ne sont pas au courant comment ça se déroule. Et donc là, on est sur le second webinaire de présentation. Et donc ce Druid sera mis en place pour le M1 2025 et sera disponible à compter du 10 février. Donc à compter du 10 février, en tout cas pour le M1 2025, les outils Pivoine et Visual ne seront plus à utiliser. Vous utiliserez maintenant Druid. Jusque pour le M12 2024, vous utiliserez toujours les outils historiques. Voilà pour la psychiatrie. Pour ce qui est de l'HAD, alors ça ne concerne pas le webinaire aujourd'hui, mais pour information, les développements sont en cours. Et donc, il y aura les mêmes phases d'accompagnement, hem, qu'on a mis en place pour la psychiatrie et en fait qui avaient également été mis en place en MCO et SMR. Et l'objectif actuel est de pouvoir démarrer, Druid HAD au M5 2025. Voilà pour ce qui est de la feuille de route. Donc j'ai vu une question sur Magic. Alors c'est le dernier outil qui va rester. Il y a des contraintes RGPD qui sont parce que Magic est l'outil qui permet de pseudonymiser les données et donc pour le moment enfin en tout cas, on a conscience que c'est une demande qui est assez récurrente. Pourquoi Magic n'a pas été intégré? Mais en tout cas, actuellement le Druid, enfin en tout cas pour les établissements ex-DAF, vous aurez toujours Magic. Donc il vous restera Magic pour pseudonymiser, le VDOSP et puis le VDPP et vous mettrez toujours l'ANOASP issu de Magic dans Druid. Voilà, pour cette, 1re, question. C'est le cas également pour les autres champs. Donc pour ce qui est des prérequis, donc il y a des prérequis, sur la configuration, de vos machines. Donc il y a un certain nombre de points, qu'il faut que vous puissiez vérifier pour être sûr que Druid puisse fonctionner. En tout cas, on garantit le fonctionnement de Druid si vous respectez ces prérequis. C'est-à-dire d'avoir à minima Windows 10, d'avoir, 8 gigas de RAM, un accès internet pour la transmission, mettre à jour les paramètres proxy si existants, avoir un framework net 4.8 ou supérieur, avoir un espace disque suffisant et des droits en écriture sur le dossier de l'espace utilisateur. Donc ça, c'est sur la configuration machine. Ensuite, si vous avez un pare-feu, il y a un certain nombre d'adresses pour lesquelles il doit exister des exceptions. Donc c'est des exceptions vers le site IPMSI, vers, ce site-là qui permet en fait de faire l'auto-updater et également sur l'outil de connexion, plage pour justement la partie authentification à l'outil. Et ensuite, il y a parmi ces prérequis, des nécessités d'un point de vue utilisateur. C'est-à-dire que pour utiliser Druid et on le verra tout à l'heure sur la démonstration, il faut se connecter sur un compte plage. C'est ce qui n'était pas le cas actuellement sur Pivoine. Donc ça permet notamment d'interagir avec, IPMSI, puis aussi de sécuriser un peu l'utilisation de l'outil. Et donc ce que vous avez besoin, c'est pour utiliser Druid, d'avoir un identifiant plage, un mot de passe plage, des droits sur le finesse sur lequel vous allez travailler et des droits en gestionnaire de fichiers. Donc en général, c'est très fréquemment le cas parce que justement, si depuis Pivoine, vous faisiez les dépôts vers IPMSI et ben, vous avez un droit de gestionnaire de fichiers. Donc normalement, vous avez déjà les droits si vous utilisiez Pivoine, mais voilà, dans certaines situations, ce n'était pas le cas, donc on le reprécise. Et ensuite, si vous souhaitez valider les données depuis Druid, il faut avoir des droits de validation des données également. Donc, par rapport aux prérequis et au support, donc j'ai vu qu'Aurélie, vous avez répondu, mais en effet, les diapos vont être communiqués.
Le suppo enfin la le comment le webinaire va être, est enregistré et sera disponible sur notre, site internet et également il y a je on a mis en place une documentation, de Druid, sur internet et qui vous sera accessible pour avoir toutes ces informations. Donc voilà, juste par rapport aux personnes qui utilisent déjà Druid et aux exceptions, concernant le pare-feu, il y a une nouvelle adresse qui a été ajoutée récemment. Donc ça, c'est à titre d'information. Pendant la phase de test, il y a un élément, supplémentaire sur le pare-feu, et les exceptions, nécessaires, c'est de donner également accès à la plateforme qui s'appelle Valid IPMSI. C'est une plateforme de test d'IPMSI qui vous permettra justement de réaliser les tests, sur Druid, et de communiquer avec une plateforme de test d'IPMSI pour tester la chaîne de bout en bout. Donc cette plateforme de test vous permet justement, pendant la phase de test, de ne pas toucher à vos données de production. Donc pour ce qui est de cette phase de test, il y a plusieurs objectifs. Donc l'idée, c'est que vous puissiez avoir accès le plus tôt possible à l'application pour voir quel est l'environnement dans lequel vous allez travailler à partir du M1 2025 et donc vous approprier l'outil. Notamment pour les établissements qui n'ont pas encore utilisé Druid parce qu'ils sont mono-champs et enfin en tout cas ils font que de la psychiatrie. Également anticiper des éventuelles adaptations, en termes d'organisation et ou matériel. Donc on va préciser certaines précisions enfin on va préciser certains points d'attention, sur le fonctionnement de Druid qui est pas tout à fait identique à Pivoine et sur lesquels il faut que vous soyez vigilants. Notamment ça concerne le fichier des UM, je reviendrai tout à l'heure. Sur le respect du format des fichiers, sur la capacité de stockage, j'en ai parlé, les paramètres de pare-feu, l'exploitation des logs et cetera et puis ça fait aussi une phase de test grandeur nature et ça nous a permis déjà d'identifier un certain nombre d'améliorations, de bugs à corriger qu'on mettra en place au M1. Je reviendrai là-dessus également, tout à l'heure. Donc pour cette phase de test, donc c'est la durée de cette phase de test, elle va durer du 16 décembre, donc déjà depuis mi-décembre, jusqu'à fin janvier, début février, jusqu'à temps qu'on mette à disposition le M1, 2025. Cette version de test a une numérotation, donc elle commence par l'année 2024. Point 0, c'est pour dire que c'est une version de test et celle qui est mise à disposition là, pour ces tests, c'est la 19. Voilà et donc sur l'espace de téléchargement de l'ATIH, vous pouvez télécharger cette version et les spécifier que c'est la version test psychiatrie. Donc il y a d'autres versions de production qui sont à disposition, Druid 2024, 12, et cetera. Et là, ça, c'est les versions qui sont utilisées en SMR ou en MCO. Donc il faut bien télécharger la version qui est à disposition pour les tests en psychiatrie. Donc il ne faut pas se tromper. Et donc, comme je le disais, vous allez pour le retrouver, donc là, le lien est sur le diaporama, mais sinon, vous allez sur le site internet de l'agence, espace de téléchargement, et vous allez dans le logiciel Druid, et vous sélectionnez Druid 2024 019 test psychiatrie. Pendant cette phase de test, donc il y a un support. Donc là, vous pouvez, via ce support, visionner les difficultés qu'ont pu rencontrer, certains établissements, puis aussi, nous solliciter sur des nouvelles difficultés. Donc il y a un espace Agora spécifique dans logiciel Druid, Psy version test, qui a été créé. Voilà. Ensuite, donc la phase de test à terme, il n'y aura plus qu'un outil. Donc, une fois que la phase de test sera finie, donc au M1 2025, il n'y aura plus qu'un outil qui intégrera les remontées SMR, MCO et psychiatrie. Donc la version que vous aurez installée pendant les tests sera à désinstaller. Donc il y a un raccourci spécifique qui a été créé. Alors attendez, par contre j'ai un problème, voilà, sur l'animation. Donc il y a un raccourci spécifique qui est créé pour Druid pendant la période de test. Donc si vous utilisez déjà Druid pour le MCO et le SMR, vous allez avoir deux icônes sur votre ordinateur. Druid classique et Druid Psy version test.
Ce qu'on vous recommande, c'est de pas tester les 2 outils en même temps, parce qu'ils risquent d'avoir des interférences. Par ailleurs, si vous avez les 2 outils, donc c'est 2 outils qui sont séparés, mais ils partagent quand même certains éléments et notamment les paramètres, enfin le répertoire de travail et les paramétrages. Donc si vous modifiez les paramétrages dans le Druid PyTest, vous les modifierez également dans la version Druid, classique. Donc pendant la phase de test, un autre point important, c'est que donc, pour tout ce qui est production, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'année 2024 pour lesquelles vous souhaitez communiquer les données de façon classique pour que votre ARS les valide. Donc pour le SMR et le MCO, il faut utiliser Druid classique sans, la notion PyTest et cela pointe vers IPMSI et donc les données sont transmises, à votre ARS. Pour, la psychiatrie, pour tout 2024 jusqu'au M12, vous devrez utiliser toujours Pivoine ou Pivoine OQN qui pointe toujours vers, la version IPMSI, donc ça transmet, les données à votre ARS. Et pendant la phase de test, vous avez une version Druid, donc la version de test, avec une icône spécifique comme j'ai déjà dit. Et cette version, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Ça pointe, comme je disais tout à l'heure, vers une version de validation d'IPMSI, une version de test, une version que votre ARS ne voit pas. Donc si vous validez des données, votre ARS ne sera pas au courant dans cet outil de test. Et vous pouvez enfin, voilà, vous amuser à faire des tests. Il n'y a pas de problématique, justement. euh, ça ne va pas interférer avec la production. Pendant la période de test, vous avez la possibilité de traiter des périodes M11 et M12. Pardon, non, je vais dire une bêtise. C'est M10 et M11. Pardon. Hem, oui, pardon. Pendant la période de test, vous pourrez traiter vos données, M11 et M12. Voilà, sur la version test de Druid. Excusez-moi si j'ai pas été clair. Je pourrais rappeler, les choses tout à l'heure, mais pendant la période de test sur Druid, vous pourrez, tester des dépôts M11, M12. Voilà, donc à partir du M1 2025, donc une fois que la période de test sera terminée, donc je le rappelle, mais voilà, comme ça permet d'être, bien clair. Il y aura qu'un seul outil Druid, les 3 champs. Il faudra penser à désinstaller la version test de Druid et les outils historiques ne seront plus à utiliser, c'est-à-dire Pivoine, Pivoine OQN et Visual Qualité. Donc on a un certain nombre de points d'attention à souligner, concernant le fonctionnement de Druid qui sera mis en place et pour lesquels il y a des petites différences avec, Pivoine. Donc le premier point, c'est une attention, particulière sur le fichier des UM en psychiatrie. Donc pour rappel, la notice technique qui a mis en place, la création du fichier des UM en psychiatrie prévoit que le FIQ-MC décrit toutes les UM ayant fait l'objet d'un recueil dans les RPS et RAA, donc il doit être exhaustif et il est obligatoire pour l'ensemble des établissements. En pratique, Pivoine laissait tout de même, passer des enregistrements qui ne bénéficiaient pas, d'une ligne dans le fichier des UM. Là, le druide sera, il respectera rigoureusement ces règles et donc vous devrez avoir un fichier des UM exhaustif pour pouvoir faire avoir un dépôt exhaustif. Donc si vous ne produisez pas de fichier des UM, Druid ne pourra pas faire de contrôle, il ne pourra pas contrôler vos données. Et si votre UM n'est pas exhaustif, votre fichier des UM n'est pas exhaustif, tous les RPS et RA qui ne sont pas reliés à un enregistrement dans le fichier des UM ne seront pas exportés, donc pas pris en compte dans votre dépôt mensuel. Donc ça, c'est des choses importantes et je vais un peu insister là-dessus, pendant la phase de présentation de l'outil pour vous expliquer comment Druid peut vous aider tout de même à générer ce fichier des UM, puisqu'en fait, il y a un module dédié, dans Druid pour générer le fichier des UM. Hem, Ensuite, Druid est assez strict sur le respect du format des fichiers et donc notamment si un fichier est spécifié pour faire 63 caractères, là, c'est l'exemple du fichier transport.
il doit même s'il finit par un filler, il doit vraiment chaque enregistrement, enfin en tout cas chaque ligne du fichier doit bien faire 63 caractères, sinon les enregistrements seront rejetés par l'application. Donc c'est important parce que là, donc en fin de fichier, vous avez un filler qui fait 10 caractères, donc il faut bien mettre 10 espaces à la fin pour que le fichier soit bien pris en compte. Les lignes du fichier soient bien pris en compte. Voilà pour ces points d'attention. Est-ce qu'il y a des premières questions, Aurélie, qu'on peut prendre ou je passe à la phase de Bah, présentation générale? j'ai un petit peu répondu, donc effectivement, pour cette histoire de M12, la question a été posée, comme l'a dit Fabien, donc il faut bien faire votre M12 avec les pivoines encore. C'est dans le cadre où vous voulez tester Druid avant le M1 pour vous habituer. Vous pouvez utiliser vos données M12 et les transmissions, en fait, se font pas sur la même plateforme. Donc utilisez bien Pivoine officiellement pour faire votre M12. J'espère que c'est clair, parce qu'effectivement, la question a été posée. Sinon, non, je pense que j'avais répondu. Il y a une fois validé par l'ARS, il me semble que l'on peut revenir en arrière, M10, M11, d'autant plus que nous Heu, avons c'est la même question. En fait, c'est, ouais, OK. Non, bah, c'est c'est bon. OK. ouais, là, vous allez tester des données. Vous pouvez déposer du donc M10, M11, M12, en tout cas M11, M12 sûr. Et même si votre M11 est déjà validé là actuellement, comme vous allez travailler sur un environnement de test, vous pouvez le redéposer sur le IPMSI de test via Druid Test et ça ne posera pas de problème. Ouais. Parce que Mmh. justement, c'est un environnement de test, donc vous ne travaillez pas, ça ne perturbe pas vos dépôts. Par contre, vous ne faites pas votre M12 avec Druid Test parce que l'ARS ne Ouais. verra pas votre dépôt. Donc je re Bah, c'est bon, insiste sur le la message, personne mais a mis que c'était voilà. clair, donc j'espère que OK. oui. J'espère que j'ai pas complexifié le propos, mais voilà. Ouais, la version de Druid, en fait, c'est vraiment pour vous OK. approprier l'outil avant, la mise en place qui se fait au M1. Voilà, OK, heu, très bien. pour compléter, mais bah, c'est tout Heu, bon, il y a pas d'autres questions. OK. Donc je vais quitter le diaporama et donc je vais vous présenter en fait par exemple, si vous avez, donc déjà Druid d'installer pour la version pour faire des exports MCO SMR et puis là, vous allez installer la version test de Druid. Donc là, vous avez, comme je disais tout à l'heure, 2 icônes sur votre poste de travail, sur votre bureau. Et puis également, voilà, si vous utilisez, bah, voilà, pour faire les dépôts, alors généralement, vous n'avez pas les 2 icônes, mais vous avez Pivoine ou Pivoine, OQN pour faire les dépôts classiques. Donc je rappelle jusqu'au M12 2024. Donc juste pour donc là, je vais faire une première phase de présentation générale de Druid sans, présenter les parties spécifiques à la psychiatrie. Donc tout d'abord, Druid, vous quand vous l'ouvrez alors je vais ouvrir Druid MCO-SMR pour vous montrer, le fonctionnement de l'auto-updater. Là, il ne tourne pas sur la version de test, mais il tournera sur la version de production, en tout cas qui sera mis en place à l'avenir. Donc quand vous allez lancer Druid, Druid va vérifier s'il existe une nouvelle version. Donc là, vous n'avez plus besoin de vous connecter sur le site de l'agence. Vous savez tout de suite s'il y a une nouvelle version de Druid. Et donc là, il me dit que une version, donc le M12 a été mis à disposition aujourd'hui et qu'on peut l'installer. Donc là, il y a un certain nombre d'informations et justement, on fait le lien vers la documentation de Druid. Donc, hop, alors attendez. On fait le lien vers la documentation de Druid et enfin, on fait plusieurs liens sur la documentation. Ensuite, vous avez aussi des éléments qui sont intéressants, pour vous, parce que justement, on fait un détail des modifications et donc il y a un code couleur et un tableau pour lequel on va rajouter le champ psy une fois que la psychiatrie sera mis en place. Mais on vous explique quelles sont les principales modifications de la version que vous allez installer. Donc, notamment, là, il y a une mise à jour des référentiels qui concerne tous les champs. Il y a une correction sur le chaînage des fiches comp SMR, qui concerne les établissements ex-DGF en SMR. Bon voilà, il y a une modification, sur ce point-là qui concerne uniquement le SMR et la prise en compte du forfait innovation.
qui concerne que le MCO. Donc là, bon, on ouvre une nouvelle période. Donc là, vous aurez à installer, enfin en tout cas, une fois que vous utiliserez Druid, vous aurez à installer la nouvelle version pour chaque mise à jour, enfin chaque nouvelle période de Druid. Par contre, si il peut arriver qu'on fasse une mise à jour qui concerne une correction d'un bug, qui concerne que le SMR ou que le MCO. Donc si ça ne concerne pas votre champ, et ben, vous n'avez pas l'obligation de faire la mise à jour. Donc là, vous pourrez acquitter, l'écran de mise à jour automatique et poursuivre sur l'application, vous pourrez continuer à l'utiliser. Donc comme ça, quand une mise à jour vous concerne pas, vous pouvez continuer à utiliser Druid. Par contre, si après vous souhaitez utiliser Druid, dans un champ pour lequel la mise à jour est obligatoire, et ben là, vous pourrez pas aller jusqu'au bout des dépôts sur IPMSI, ça va poser un souci. Voilà, juste pour vous présenter ce point-là. Et donc après, je vais aller sur la version de Druid test et vous présenter l'application. Donc quand vous la lancez, vous voyez la version. Donc là, on voit bien que c'est la 2024-019-0. Vous avez un curseur qui vous explique le pourcentage de chargement. Et ensuite, comme je le disais, vous avez la nécessité de vous connecter sur plage. Donc là, vous mettez votre identifiant plage habituel et votre mot de passe plage habituel. Là, je le remplis et vous cliquez sur Entrée. Et là, Druid va vous proposer les différents établissements sur lesquels vous avez des droits. Donc moi, par exemple, j'ai des droits sur 4 établissements différents et donc je peux visualiser ces 4 établissements. Si on revient sur la page de connexion, vous avez la possibilité alors, de tester la connexion ou de vous authentifier et aussi de travailler en mode hors ligne ou de modifier vos paramètres de connexion. Donc ensuite, pour sélectionner le finesse, donc soit vous avez une liste déroulante, soit vous pouvez aussi écrire, enfin par autocomplétion, Druid va vous proposer les finesses qui correspondent. Voilà, donc là je vais sélectionner l'établissement test 1 et donc je vais me connecter. Donc ensuite, la fenêtre de Druid, donc tout en haut, vous est rappelé, le finesse sur lequel vous êtes connecté, la version, de Druid et puis là, on a mis en haut, version test pour que ça saute bien à vos yeux. Donc ensuite, vous avez, 4 onglets. Donc pour la période de test, vous avez que l'onglet psychiatrie qui fonctionne. Mais, une fois que Druid sera en place en MCO, SMR et psychiatrie, vous aurez les 3 onglets, qui pourront, être affichés et vous aurez accès à ces onglets en fonction de vos droits, sur plage. C'est-à-dire que si vous avez des droits sur votre établissement que sur la psychiatrie, vous avez accès que à la psy. Mais si vous avez accès à plusieurs champs, bah, vous avez accès à tous les champs pour lesquels vous avez des droits sur plage. Voilà, il y a un code couleur pour que vous puissiez facilement savoir sur quel champ vous êtes. Donc la psychiatrie, c'est violet. Le MCO, c'est orange, si je ne dis pas de bêtises. Et le SMR, c'est vert. Donc ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner vos périodes de traitement. Donc il n'y a rien enfin, c'est assez similaire à ce que offraient comme possibilité les outils historiques. Donc là, vous avez une liste déroulante avec toutes les périodes de l'année, donc par exemple le M11, heu et ensuite l'année et également vous avez la possibilité de sélectionner une période test, donc un M0 et là, quand vous avez décidé de fonctionner en M0, l'encart est mis en orange, que vous sachiez que vous êtes sur une période test. C'est une case à cocher. Donc ensuite, par rapport au fonctionnement d'IPMSI, de Druid, pardon, excusez-moi, vous avez donc d'autres boutons qui sont en bas de la fenêtre à gauche. Donc vous avez un bouton de déconnexion, donc ça vous permet de vous déconnecter, je ne vais pas cliquer dessus. Un bouton où il y a donc 2 haches avec des flèches qui vous permet de changer de finesse. Donc voilà, quand vous cliquez dessus, donc là j'étais connecté sur le finesse 001 et donc là je peux sélectionner un autre finesse, par exemple le 002. Donc là, moi, je vais rester sur le 001. Mais voilà, vous pouvez changer de finesse en utilisant ce bouton. Ensuite, vous avez un petit bouton à propos qui vous permet justement
d'avoir accès à un certain nombre d'informations, avoir accès à la documentation Druid. Donc je vais cliquer dessus et donc maintenant vous avez accès à une documentation en ligne de Druid. Donc c'est plus un PDF, c'est voilà, c'est un accès à un site internet et vous avez accès à toute la documentation. Donc, notamment la feuille de route que j'ai présentée tout à l'heure, donc on vous réexplique le calendrier en psychiatrie, en HAD et cetera. Des précisions sur l'installation de Druid et notamment on demandait tout à l'heure les prérequis et là, en fait, vous voyez que ma diapositive, c'était une capture d'écran de la documentation de Druid et également, des documentations des erreurs. Donc là, par exemple, si vous allez donc il y avait des documentations des erreurs de tous les champs en fonction des de financement et donc là, notamment, vous avez une documentation de toutes les erreurs, de l'application dans le champ psychiatrie, avec le code des erreurs, et puis aussi, l'ancien enfin, si c'est des erreurs qui existaient déjà dans Pivoine, l'ancien code erreur de Pivoine. Donc ça vous permet de faire le lien entre le code erreur, Druid et le code erreur Pivoine. Donc voilà pour l'accès à la documentation. Donc il y a beaucoup plus d'informations, hein, mais je vais pas aller sur tous les points, mais voilà. Juste pour information, ces éléments, vous pouvez les télécharger. Alors moi, j'ai plus de droits qu'un utilisateur lambda, mais vous pouvez faire un export, CSV du tableau et donc par exemple, si vous voulez avoir une sorte de base de données, en tout cas un fichier Excel de toutes les erreurs de Druid, bah, vous pouvez le télécharger. Voilà, donc ça je ferme la documentation. Et ensuite, sur le à propos, vous avez également des liens vers notre support, donc Agora ou l'adresse mail, un lien vers le site internet de l'agence, la signature du logiciel pour savoir quelle version on utilise, et puis, des informations sur la sécurité des données ou des informations, supplémentaires. Voilà pour, le à propos. Ensuite, après le point d'interrogation à propos, vous avez, un petit mécanisme qui permet enfin voilà, c'est l'icône de gestion des paramètres. Donc cette icône de gestion des paramètres reprend des paramétrages historiques et également des nouveaux paramétrages, liés aux évolutions de Druid. Donc notamment, vous avez donc les répertoires, ça c'est les répertoires habituels avec répertoire de travail, répertoire de sauvegarde et répertoire des rapports. C'est la même logique que sur les outils classiques et donc par défaut, ils sont paramétrés sur ces users, votre nom d'utilisateur, appdata, roaming, ATIH et le nom du logiciel, donc maintenant c'est Druid et après il y a work, sauvegarde, log. Donc voilà. Donc ces fichiers, vous pouvez modifier leur emplacement, et le fonctionnement est assez similaire aux outils historiques. Vous pouvez aussi, comme c'était le cas, jusqu'à présent, demander d'avertir à chaque démarrage de ce fichier de paramétrage, enfin des paramétrages. Ça permet de vous ouvrir ces paramétrages à chaque démarrage et éventuellement de les modifier. Ensuite, il y a un nouveau emplacement, c'est l'emplacement des téléchargements. Donc maintenant, vous pouvez récupérer depuis Druid les rapports, les fichiers, des tableaux au valide, mais également les visuals et donc c'est là où seront, récupérés les tableaux valides et les visuals. Donc c'est pareil, c'est la même logique et ça finit par slash téléchargement par défaut. Après, vous pouvez, modifier cet emplacement et vous pouvez aussi demander que à chaque fois que vous téléchargez des éléments depuis, IPMSI, que ce soit les visuals ou les tableaux au valide, qu'on vous demande, de préciser où, vous souhaitez le télécharger. Donc là, bah, ça met en grisé ce paramétrage puisqu'on va vous le demander à chaque fois. Et donc enfin, dernière fonctionnalité, vous pouvez, définir votre nombre maximal d'erreurs autorisées en phase de pré-traitement et donc en fait, Druid, si vous avez trop d'erreurs, s'arrêtera et dira: «Les données, il y a trop d'erreurs et je poursuis pas la phase de pré-traitement». Donc ça donne un niveau de tolérance que vous souhaitez, donner à l'outil. Voilà et donc une fois que vous avez mis à jour, si vous avez besoin de modifier ces informations, vous faites enregistrer et vos modifications sont prises en compte.
Ensuite, il y a une autre fonctionnalité, l'affichage des traces. Je vous montrerai comment ça marche en pratique, mais ça vous permet justement de suivre, comment l'application tourne et vous avez un certain nombre de messages qui sont inscrits sur cet affichage des traces. Et là, ensuite, vous avez donc un bouton «Quitter», donc en bas à droite, la possibilité de valider, dévalider le champ et la période en cours, donc là, je suis sur le M11 et puis la possibilité pour le champ et la période en cours de récupérer les résultats au valide. Donc voilà pour la présentation globale de l'application. Ensuite, peut-être est-ce qu'il y a déjà des questions, Oui, Aurélie? oui, il y a des OK, questions. d'accord. Alors la première, c'est sur les contrôles du bon formatage des fichiers. Donc j'avais indiqué, enfin si j'ai compris la question, j'ai indiqué que c'était sur les formats d'entrée qui étaient publiés sur le site ATH, que Oui. vous pourrez avoir les différentes modalités et vérifier effectivement le format. Heu, donc effectivement, après on nous dit: «Le fonctionnement est assez similaire à celui de P1 pour les fichiers RPS, RSF et fiches comp». Effectivement, on n'a pas Mmh. réinventé la roue, on a repris effectivement, l'existant en essayant de l'améliorer sur, différentes fonctionnalités. Et les fichiers à intégrer sont exactement les mêmes. C'est-à-dire Oui, qu'il y a par contre, c'est oui. pas Mmh. c'est voilà. Est-ce que ça donne le numéro de séjour pour les erreurs? Alors je préciserai un peu tout à l'heure, je présenterai, comment les rapports sont construits et également par rapport à la phase de test, on va intégrer au M1 2025 des évolutions, donc je présenterai ça tout à l'heure. Mais Et on ouais, essaye de vous donner les possibilités de retrouver le séjour en erreur, même le RPS en erreur ou le RAA en erreur, donc bon, pas que les numéros de séjour. pouvons-nous extraire la liste des erreurs Druid version Excel? Oui, c'est un fichier CSV, je vais le montrer tout à l'heure, ouais. Pour l'envoi M1, il y aura une version, Druid-Psy spécifique. J'ai compris que la version Druid-Psy test est uniquement pour tester l'outil. Oui, alors ça sera pas la version, Druid PsyTest, il faudra la désinstaller comme j'ai dit et donc ça sera la version Druid classique. Par contre, on peut pas dire que c'est une version Druid Psy spécifique parce que justement, ça sera un Druid qui sera utilisé pour le SMR, pour le MCO et pour la psychiatrie. Elle sera disponible qu'en février, j'ai cru comprendre. Par contre, notre ARS demande une validation du M1 avant le 28/02. Oui, donc Oui. de toute façon, on a acc c'est comme, chaque, mois, on vous donne accès aux outils autour du 10 du mois. Là, aujourd'hui, on vous a donné accès pour le M12 au 14 et vous avez, pour le M12 jusqu'au 31 pour valider. Donc là, c'est à peu près le même, process habituel, mensuel. Tout pour les questions, pour l'instant. OK, bah, donc je vais passer, sur la démonstration des fonctionnalités psychiatrie. Donc alors attendez, je vais reprendre mon diaporama parce que, je m'étais mis des penses-bêtes. Oui, non, j'ai bien dit ce que je souhaitais dire. Excusez-moi. Hop. Donc je reprends la présentation de l'outil pour vous expliquer, bah, voilà, comment ça marche, côté utilisateur. Enfin côté, pardon, excusez-moi. Comment ça marche, sur les fonctionnalités psychiatrie, spécifiquement. Donc, comme pour les justement, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de fichiers à produire en fonction du secteur de financement et donc vous allez produire vos fichiers, tels que demandé. Donc, vous avez soit Druid va vous proposer, vous récupérez en fait les différents chemins des fichiers que vous avez précédemment utilisés. Soit, vous allez les sélectionner. Donc là, moi, voilà, j'ai déjà fait un export. Donc là, il me propose, le chemin vers les différents fichiers. Ce que je peux faire, c'est tout mettre à zéro. Donc il y a un bouton effacer, toutes les zones. Comme ça me permet de tout remettre à zéro et de bien resélectionner les bons fichiers. Donc on vous demande de façon obligatoire d'avoir à minima soit un RPS, soit un RAA, d'avoir à minima un fichier des UM et à minima un fichier ANOHOSP pour les établissements ex-DG. Donc là, par exemple, donc,
Donc là, je vais, sélectionner les RPS, les RA et là, par exemple, je vais essayer de lancer le contrôle et là, vous allez voir, il manque un des fichiers obligatoires, donc qui sont signalés par des points d'exclamation et donc là, il manque le fichier d'autorisation des UM et la NoHosp, donc Druid ne peut pas fonctionner. Donc voilà, donc ça, il faut bien sélectionner à minima, soit l'un ou l'autre de ces 2 fichiers et les UM et la NoHosp. Donc pour la gestion des UM, comme je le disais tout à l'heure, vous avez ce fichier est donc obligatoire à produire et doit être exhaustif. Donc vous avez plusieurs façons d'utiliser ce fichier. Soit vous avez un fichier des UM qui est déjà exhaustif et qui est déjà à disposition au beau format, qui est produit par un de vos outils ou que vous avez déjà produit historiquement. Donc vous pouvez le récupérer. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc ça, c'est la 1re, possibilité. C'est à peu près, la même chose que ce qui existait actuellement dans Pivoine. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'il y a un module de gestion des UM. Donc là, c'est ce petit bouton gestion des UM et ce module de gestion des UM va vous permettre, de faire plusieurs types d'actions. Soit d'importer un fichier des UM déjà existant et ça va vous permettre de le mettre à jour. Donc là, j'ai fait importer, je l'ai importé, on m'a dit qu'il y a 129 lignes. Voilà, ça les charge. Et par exemple, cette UM, en fait, je veux la modifier. C'est un type d'unité non défini et en fait, en pratique, c'est de la gérontopsychiatrie. Et donc là, je peux, modifier cette ligne d'UM. Et donc là, si j'enregistre cette ligne, mon fichier des UM va être modifié. Donc je fais enregistrer. Là, je fais fichier des UM V2 par exemple. Donc une fois que j'ai enregistré, je dois quitter le module. Et là, le fichier qui m'est proposé, donc il y a un fichier V2 qui a été créé, et ce fichier V2 est proposé pour l'export, donc a été mis à jour. Donc ça, c'est la première option. J'importe un fichier DUM que je veux modifier, et voilà. Il y a d'autres options. C'est si j'ai pas du tout de fichier DUM, par exemple. Et ben, je peux créer un fichier DUM à partir de mes RPS. Donc là, je vais sélectionner un fichier de RPS, donc le fichier que je vais utiliser pour l'export. Et là, le fichier d'UM m'a retrouvé, 8 UM, au sein de mes RPS. Et donc, là, donc ça me crée juste les numéros des UM. Après, il faut que je sélectionne les finesses, le type d'unité, le type d'autorisation et puis la date, d'effet. Donc voilà. Donc ça, je peux les compléter. Donc c'est vrai que ça nécessite de la saisie manuelle, mais si on part de rien, on peut, justement mettre à jour son fichier du M, directement depuis l'application. Donc le fichier du M doit comprendre les UM des RPS, mais également des RA. Donc là, j'ai complété toutes mes UM et ensuite je vais, créer les UM à partir du fichier de RA. Donc ça me permet d'ajouter au fichier enfin, les UM des RPS, enfin les UM des RA aux UM des RPS. Donc là, je vais sélectionner un fichier de RA. Hop. Là, Druid va me proposer plusieurs options. Soit, j'ajoute les UM que j'ai sélectionnés à la liste déjà existante. Donc là, ça me permet de compléter justement mes UM de RPS par mes UM de RA. Il me propose aussi de créer une nouvelle liste, donc là, d'écraser la liste existante, ou il me propose d'annuler l'action. Donc là, moi, je vais cliquer sur oui pour justement mettre en plus des UM de RPS, mes UM de RA. Voilà. Et donc là, il a trouvé 2 nouvelles lignes. Voilà. Et donc là, je peux compléter, toutes mes UM, comme il faut. Et une fois que j'ai enregistré, je peux faire faut tout compléter correctement, hein. Là, j'ai pas eu je l'ai pas fait, mais voilà, vous pouvez l'enregistrer et quitter. Et donc là, Druid va utiliser, la, le fichier que je viens d'enregistrer. Voilà. Donc je vais quand même reprendre le fichier des UM classique, mais voilà, vous avez là plusieurs possibilités. Et pareil, si vous utilisez un fichier des UM, classique et que vous savez que vous avez, une UM en plus dans vos RPS et bah, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez dire alors, bah, je vais le faire. Là, par exemple, j'ai mon fichier d'UM, hop, je sais que dans mes RPS,
j'ai une nouvelle UM qui a été créée ce mois-ci, et bah, donc je peux faire créer les UM à partir du fichier de RPS. Je sélectionne mon fichier de RPS, je dis que je veux l'ajouter à la liste existante et là, il me les ajoute et en fait, il a trouvé, bah, justement une ligne manquante. Donc voilà, ça me permet justement de pouvoir, retrouver des enregistrements qui étaient manquants. Donc c'est pareil, je vais pas sauvegarder ça parce que je voulais laisser des erreurs dans le fichier de rapport, mais voilà, c'est une possibilité également. Donc ensuite, vous sélectionnez votre fichier d'ANOASP. Vous si vous avez un OSP MSI, vous pouvez le mettre, sinon c'est pas nécessaire. Votre fichier isolement contention, votre fichier temps partiel, et votre fichier de transport. Voilà. Là, vous produisez tous les types de fichiers et donc une fois que vous avez sélectionné tous vos fichiers, vous faites contrôler. Donc là, Druid va tourner, donc vous explique où il est. Il y a des messages qui s'incrémentent et explique dans quelle phase il est. Vous pouvez aussi, si vous trouvez que ça tourne un peu longuement, ouvrir les traces là, les pas, comme j'avais dit tout à l'heure. Ça vous permet de voir, où en est l'application. Donc les messages sont pas forcément très explicites, parce que c'est des messages anglais très techniques, mais en tout cas, ça vous permet de voir que l'application continue à tourner. Là, on voit qu'il y a des lignes qui continuent à s'écrire, donc en tout cas, l'application est pas, est toujours fonctionnelle et ça vous permet en cas d'erreur, si vous avez une erreur, justement, bah, de faire une capture d'écran. Alors soit vous comprenez l'erreur et vous arrivez à résoudre le problème tout seul, soit, vous faites une capture d'écran et vous l'envoyez au support de l'agence et ça permettra, à nos équipes de mieux, répondre à votre problématique. Donc là, on attend. Juste j'en profite par rapport au temps de traitement Druid. Ce qu'il faut savoir, c'est que les retours qu'on a, côté utilisateur et notamment d'un établissement assez conséquent, c'est que Druid, est un tout petit peu plus rapide que Pivoine. Donc c'est pas, c'est pas un gain de temps, majeur, mais en tout cas, il est un petit peu plus rapide que Pivoine. Voilà. Une fois que vos contrôles sont terminés, il y a un pop-up qui s'affiche et qui dit que les contrôles sont terminés, qu'on peut maintenant vérifier la qualité des données. Donc ce qui peut arriver là, à cette étape-là, c'est, qu'on vous dit qu'il y a aucune donnée qui est transmettable. Dans tous les cas, quand vous avez ce pop-up, soit on vous dit que les données, les contrôles sont terminés et qu'on peut consulter les comptes rendus, soit on vous dit qu'il y a aucune donnée transmettable. C'est, d'aller dans la phase 2 et justement de regarder les rapports Druid. Ça vous permettra d'une part de comprendre, enfin ça vous permettra de comprendre, d'où viennent les erreurs. Donc il y a 2 rapports différents. Il y a un rapport général, donc qui va vous dresser, une liste des différentes erreurs de façon assez, synthétique et ensuite des rapports détaillés qui vous permettent d'identifier, bah, justement quelles sont les erreurs dans le détail. Donc on va tout d'abord ouvrir le rapport détaillé. Donc ce rapport, c'est un fichier HTML, enfin c'est une page internet. Hem On vous explique, voilà, donc il y a un certain nombre de rubriques qui sont cliquables, et qui testent les différents fichiers. On vous explique que ça concerne de l'APSI, ça concerne, ce finesse-là pour la période M11. Voilà et donc ensuite pour chaque, type de fichier, il y a plusieurs séries d'informations. Donc on va déjà vous dire le nombre de ANOASP qui est non vide du fichier ANOASP, donc qui vont être exploitables. Donc là, il y en avait 959. Ensuite, il y a 2 phases de contrôle, d'Android. Il y a une phase de pré-contrôle, de pré-traitement, qui fait grosso modo des contrôles d'intégrité des données, et qui peut, mener à des erreurs qui sont notamment bloquantes, donc des dossiers qui ne seront pas exportés. Et donc là, on vous dit, il y a un nombre d'ANOAS bloqué après la phase de pré-contrôle de 0, donc en fait tout est passé et donc à la fin, il y en a 959 qui sont toujours valides. Et ensuite, il y a une phase de contrôle et là, il y a des erreurs qui peuvent être bloquantes ou non. La notion de bloquante, c'est que ça ne sera pas exporté sur IPMSI et donc ça ne sera pas transmis, et accessible à votre ARS. Et donc là, pareil sur les ANOASP,
on a 0 ANOAS bloqués et 959 qui sont passés. Donc là, visiblement, mon fichier d'ANOAS, ça s'est bien passé. Sur les RPS, j'ai 900. Alors, le décompte actuellement, c'est un nombre de séjours. Et donc, j'ai 964 séjours qui sont, que j'ai proposés à Druid. Et il y a 5 erreurs sur sur, donc c'est des codes erreurs 995. Et en fait, c'est une UM de RPS qui est inexistante dans le fichier des UM. Et donc ça, c'est des erreurs bloquantes. Et donc ces 5 erreurs vont être bloquées. Donc j'avais 964 séjours et j'ai 959 séjours qui arrivent, qui sont en tout cas exportables. Un point important, c'est que Druid va bloquer, enfin, s'il trouve une séquence, un RPS en erreur, il va bloquer l'intégralité du séjour, parce que sinon ça pose des problèmes de cohérence. Donc voilà, donc s'il y a une séquence en erreur sur un séjour, le séjour entier n'est pas pris en compte. Donc il faut bien corriger l'erreur bloquante, en tout cas, concernant un séjour. Voilà. Donc c'était notamment, là, c'est l'erreur que j'ai laissé passer tout à l'heure où il y avait justement une UM qui n'était pas présente dans le fichier des UM. Donc pardon, c'était la phase de pré-contrôle et après il y a une phase de contrôle, avec des erreurs non bloquantes. Donc bon, des problèmes de sexe, de zone d'activité UHSA, alors la structure est non connue et des erreurs bloquantes, qui sont identifiées. Et donc au final, j'ai 910 séjours qui sont exploitables. Donc voilà pour les RPS. Donc je vais pas refaire la liste de toute la lecture des rapports, pour tous les types de fichiers, mais c'est un peu la même logique. Donc vous avez ensuite les UM, l'anneau IPP, donc en lien avec, donc c'est l'addition de, enfin dans votre ANOASP, en fait, il y a l'anneau IPP et le VDOSP anonymisé. Les RAA, donc là on décompte bien le nombre de lignes de RAA. Le fichier isolement contention, le fiche compte temps partiel et le fiche compte transport, avec les mêmes logiques dans les différents fichiers. Donc voilà pour cette phase de pré-contrôle, de ce rapport détaillé. Général, pardon, excusez-moi. Et ensuite, vous pouvez regarder les rapports détaillés. Donc, notamment la partie pré-traitement. Donc, je vais l'ouvrir. Donc là, quand vous ouvrez le rapport détaillé, vous avez deux fichiers CSV. Donc, un rapport de pré-traitement et un rapport post-pré-traitement. Donc le premier rapport, donc je vais l'ouvrir. Je mets des filtres pour mieux les lire. Donc c'est un fichier CSV vous pourrez ouvrir sous Excel ou sous autre. Et là, par exemple, on retrouve l'erreur 995, l'UM du RPS est inexistante dans le fichier des UM. Et donc là, on vous explique, vous retrouvez, le numéro de séjour en question, et également les lignes de RPS en question. Donc là, vous avez toute l'information, enfin une copie de la ligne du RPS en question pour la retrouver et éventuellement la corriger. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres, donc il y a un problème d'UM aussi sur le RAA et il y a, des anneaux IPP, inexistants, donc j'ai probablement des RAA sans IPP, sans anneaux IPP, donc sans vide IPP. Voilà. Ça, je ferme la partie de pré-traitement. N'enregistre pas. Et ensuite, vous avez le rapport détaillé. Pareil, vous pouvez l'ouvrir, et vous pouvez filtrer. Donc il y a un certain nombre d'éléments et donc ce rapport va évoluer, je vais en parler un peu tout à l'heure. Mais vous avez la catégorie d'erreur, le code de l'erreur, le libellé de l'erreur avec un libellé détaillé, donc qui vous présente un peu, quelle est l'erreur, le numéro administratif et là vous avez un certain nombre d'informations qui vont évoluer, donc je le présenterai tout à l'heure, mais qui vous permettent de retrouver les lignes en erreur, dans ce rapport. Voilà. Juste pensez bien à ne pas laisser ouverts ces fichiers, Excel,
enfin CSV au moment du la transmission IPMSI, sinon il va avoir une erreur parce qu'en fait, Druid récupère réouvre ce fichier et donc si vous l'avez ouvert, ça pose un problème. Donc il faut bien le fermer une fois que vous avez tout analysé ou l'enregistrer avec l'enregistrer avec des mots un nom spécifique et peut-être une extension spécifique si vous travaillez dans Excel, par exemple. Voilà. Donc là, après, vous voyez si vous avez des données à corriger et si, vous pensez que vous pouvez déposer sur IPMSI, là, vous avez une fonctionnalité transmettre et commander les traitements IPMSI. Donc tout d'abord, pour savoir si vous pouvez transmettre, vous avez une icône, enfin en tout cas un petit pictogramme qui va vous dire: «Là, la transmission est autorisée». Donc là, vous pouvez le faire et vous avez aussi un bouton qui vous permet de consulter les états IPMSI. Donc là, je vais cliquer sur état IPMSI et donc là, on me dit que mes données sont validables, que par contre, elles n'ont pas été validées, que l'ARS n'a pas validé forcément, et que par contre, j'ai déjà déposé des données. Parce qu'on a la dernière transmission, c'était le 17 décembre, le dernier traitement commandé, c'était le 9 janvier, et qui a réussi et puis aussi, on a une information sur l'identifiant du dernier traitement réussi. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc là, je vais faire transmettre et commander les traitements IPMSI, en espérant que ça va marcher. Voilà. Donc là, une fois que je fais transmettre, j'ai un petit pop-up qui s'affiche et qui dit: «Quelle finesse» et combien de lignes de fichiers j'ai transmis, pour les différents types de fichiers. Voilà. Là, les transmissions sont bloquées, et si je vais sur, IPMSI, enfin, c'est quoi, si je vais sur l'état IPMSI, là, j'ai bien une dernière transmission qui a été faite à 15 heures là, tout de suite. Le dernier traitement qui est commandé, mais par contre, il n'est pas encore, terminé parce que j'ai pas encore un traitement du 14 janvier. Donc je peux actualiser la page. Alors, heu, voilà et là, ça s'est mis à jour et donc mon dernier traitement est réussi. Là, si je mets à jour l'icône transmission, on me dit bien que les transmissions sont autorisées et que les données sont validables. Donc avant de valider les données, je vais pouvoir, regarder les résultats au valide. Donc je vais cliquer sur le bouton résultats au valide et là, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a en fait la fonctionnalité des visuals est intégrée à ce module. Donc vous pouvez récupérer les visuels qualité ici et également les différents tableaux au valide, et différents scores. Donc là, je peux les télécharger. Voilà, là, je demande de tout télécharger, mais vous n'êtes pas obligé de tout télécharger. Donc là, on nous dit que tout est téléchargé. Alors, il faut juste faire attention au texte. Il n'y a pas de visual valo séjour en psy, mais c'est bien les visuels qualité. On va corriger ce point-là. Et on nous dit où c'est accessible. Euh, donc, je ne l'ai pas montré, mais en tout cas, voilà, dans la fin du message, on vous dit où ça a été téléchargé. Donc là, je vais quitter. Et donc, je vais aller dans le répertoire Android. Et donc, dans le répertoire de téléchargement. Et là, on peut constater que j'ai bien récupéré en date du 14 janvier, un certain nombre de fichiers. Donc par exemple, on peut regarder les tableaux au valide sur un seul tableau, enfin une seule page, où vous avez des informations, justement sur la répartition, sexe, âge, l'âge moyen des patients et cetera. Et voilà, vous avez un certain nombre d'informations. Donc juste pour information, on nous a souligné, notamment pour les établissements ExoQN, qu'il y avait un problème sur l'âge qui va être corrigé. Et également, c'est en cours de mise à jour. Comme les erreurs Druid sont différentes, il y a un tableau qualité qui n'est pas encore analysable dans IPMSI, puisque il faut qu'on mette à jour le tableau spécifique qui analyse les erreurs. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez consulter les différents, tableaux, IPMSI directement depuis en tout cas les télécharger directement depuis Druid. Voilà. Ensuite,
Bah, si vous avez fini ces actions et que vous considérez que vos données sont de bonne qualité et que vous avez des droits de validation, vous pouvez valider les données et voilà, on vous dit: «C'est validé avec succès». Donc là, vous pouvez plus transmettre parce que justement c'est validé et quand on va, dans le statut état IPMSI, on dit bien: «C'est un statut validé établissement en date du 14, janvier à 15h06». Voilà. Juste, non, ces éléments-là, je reviendrai tout à l'heure, les autres commandes, de toute façon, j'expliquerai tout à l'heure. Voilà pour les fonctionnalités, donc là, j'étais sur un établissement ex-DG. Je vais passer rapidement sur la partie ex-OQN. Les fonctionnalités sont exactement les mêmes, c'est juste les fichiers qui ne sont pas pareils. Donc je vais juste vous présenter les écrans. Donc là, je me connecte sur un établissement ex-OQN. J'ai la même interface graphique, mais par contre, vous voyez que la liste des fichiers à produire n'est plus la même. Notamment, j'ai uniquement des RPS, pas de RAA. J'ai les autorisations des UM, c'est la même chose. Le module de gestion des UM fonctionne exactement pareil. Ensuite, vous avez le vide chaînage qui n'existe pas en XDG. Et là, vous pouvez produire votre vide chaînage ici. Les RSF qui sont obligatoirement à produire. Et également le host fact si vous jamais vous en produisez un. Et après, les fichiers, isolement, temps partiel, transport, comme pour les établissements ex-DAF. Après, le fonctionnement de Druid en ex-OQN est enfin, strictement identique sur l'exploitation des logs, etc. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, j'espère. Euh, Est-ce que Aurélie, de ton côté, il y a des questions? Oui. Ok. Alors, il n'y a donc plus de validation sur la plateforme IPMSI, tout se fait à partir de Druid. Alors, c'est une fonctionnalité qui est offerte sur Druid, mais vous pouvez toujours valider depuis IPMSI. Donc en fait, c'est pas il n'y a plus de fonctionnalité de validation dans IPMSI, c'est vous avez le choix de le faire soit sur Druid, soit sur IPMSI. Ça dépend de vos pratiques. Si la personne qui fait le dépôt est la même que la personne qui valide, ça peut être intéressant de le faire directement sur Druid. Par contre, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'établissements qui ont des personnes qui valident, qui en fait n'utilisent pas les outils d'amont. Et donc là, ils peuvent continuer à utiliser IPMSI pour valider. Et consulter les tableaux HTML, enfin, ou valide également. Et mon établissement ne fait que de l'ambulatoire, comment ça se passe pour enseigner le RPS? J'ai bien dit, c'est RPS ou RA et pas et. Ouais. Donc c'est si vous faites que des RA, bah, ça passe. Enfin, Druid Oui, c'est le accepte même. qu'on Ouais. produise un RA. Par contre, vous aurez, bah, votre fichier, ANOASP à produire parce que vous aurez vos vides IPP, anonymisés dedans et vous aurez votre fichier d'UM à produire. Donc il y aura 3 fichiers au minimum à produire. Le fichier ANOASP et le fichier RSF et EST. Bah, alors je sais pas à quel moment ça a été présenté, mais oui, il y a, quand on est sur la partie ex-OQN, c'est, on peut pas dire que c'est la même chose. Mais en tout cas, les établissements ex-OQN n'ont pas de fichier ANOASP à produire. Pour le chaînage, ils ont un fichier de vide chaînage à produire et également un fichier, de RSF. Pas si je il y a pas d'ANOASP en ex-OQN. Sur P1, il y avait un export de fichiers RPS, RSF, puis le fichier des UM. Le RSF n'est plus nécessaire. Hem Si, il est nécessaire le fichier de Alors, RSF. je pense que ces questions ont été posées avant que tu présentes l'OQN, donc peut-être que D'accord. les personnes Ouais. qui font de l'OQN ont été perdues par rapport à ça. Bah, peut-être que ouais, dans le Peut-être chat, qu'ils n'ont pas vu du mmh, coup qu'il y avait le RSF et ils se sont posé la question. Donc, j'ai peut-être je sais insuffisamment pas. précisé que j'étais sur l'ex, DAF, Mais sur dans le tous début les de la cas, Druid présentation. fonctionne vraiment comme dans P1, hein, donc vous retrouverez les fichiers que vous avez dans P1 sont vraiment repris dans Druid.
Mais je pense qu'effectivement, ces questions étaient au début. Donc je pense que c'était sur la partie DGF où on ne voyait pas le RSF. OK. Je suppose, hein. Que devons-nous faire lorsque nous avons aucune donnée transmettable après la phase de contrôle? Alors, donc si vous êtes dans cette situation, c'est que probablement, il est fort probable que vous ayez soit, par exemple, un problème sur le chaînage des UM. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez produit un fichier des UM, mais en fait, il y a aucune UM qui est liée à vos RPS et RAA et ou RAA. Ou alors vous avez, par exemple, des gros problèmes de chaînage. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est de regarder dans un premier temps, le rapport, le compte rendu détaillé, pardon, le compte rendu global pour voir déjà où se situent les erreurs bloquantes. Il y a probablement un fichier où il y a des erreurs bloquantes sur toutes les lignes et donc ça va vous permettre dans la phase de pré-traitement et ça va vous permettre de voir justement, où est l'erreur et ensuite aller dans les rapports détaillés pour vérifier quel est ce type d'erreur, quels sont les enregistrements. Si vous n'arrivez pas à comprendre, après, justement, il faut reprendre ces logs d'erreurs et nous les communiquer sur le support pour qu'on puisse analyser avec vous la problématique. Donc les fichiers obligatoires RPS, ANOAS-PUM, les autres sont complémentaires, oui. Nous avons fait un test sur notre établissement et l'UHSA remonte en effet en erreur. Est-ce qu'il y a un correctif? Oui, j'avais Alors, vu j'ai passer répondu à une ça. question. Oui, il y a un problème sur les UHSA parce qu'en fait, oui, oui, il y a une problématique, qui va être corrigée. Il y a toujours la notion d'erreur bloquante ou non bloquante comme dans Pivoine. Y a-t-il toujours? Oui. Oui, oui, oui. Est-ce qu'une personne peut déposer les fichiers et qu'ils soient validés par une autre? Oui, également. Oui, il faut, Mmh. ouais, selon le profil, de la personne, Ça ne et change rien par rapport à mmh. l'historique, ça. Vous pouvez garder ce même fonctionnement. Donc effectivement, la question était liée, là, l'histoire du RSF, c'était lié au fait que l'établissement était D'accord. ex aequo. Je suis désolé, j'ai peut-être insuffisamment précisé que j'avais commencé par présenter un établissement ex-DG et ensuite un ex-OQN. Désolé. À quoi correspond le bouton «Autre commande»? Je sais pas si tu Je l'as. vais expliquer tout à Ouais. l'heure. Alors peut-être je vais le présenter là, puis on réexpliquera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc il y a plusieurs fonctionnalités. Donc si jamais, historiquement, il est possible de transmettre le fichier sans passer par l'application, mais en transmettant le fichier sur IPMSI. Donc là, vous avez la possibilité de générer une archive que vous pourrez utiliser pour déposer dans IPMSI. Ça, c'est le premier fonctionnement. C'est en cas de problème. Normalement, vous n'avez pas à utiliser cette fonctionnalité. Hem, Après, vous pouvez commander un traitement IPMSI sans transmettre. Donc ça, c'est pareil, si jamais vous avez transmis et qu'il y a eu un problème au moment de la génération des tableaux valides et que vous voulez les recommander un traitement, voilà, vous pouvez le faire. Donc ça va recalculer les tableaux valides à partir des mêmes données, ou s'il y a eu une correction sur le site et que le support vous demande de recommander des traitements. C'est une action qui est enfin voilà, qui est pas fréquente, donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans autres commandes. Et il y a également la possibilité de générer les in et out. Donc c'est un ancien format qui est pas un format officiel, enfin qui sera plus un format, à utiliser dans nos outils, mais par contre qui, peut être utile pour vous, par exemple, pour vos outils de reporting et donc si vous avez besoin de générer des fichiers, des archives in et out, vous pouvez, les générer via ce bouton «Autre commande» et je vais un peu plus détailler tout à l'heure, cette partie-là. Où voit-on les erreurs bloquantes? Hem, Dans le alors, rapport, en fait, les erreurs bloquantes, on les voit également dans les rapports, détaillés, mais par contre, dans le rapport en fait, il faut aller dans le rapport global pour voir qu'une erreur est bloquante ou pas, on vous le dit et après dans le rapport détaillé, on respécifie pas si l'erreur est bloquante ou pas. Mais on vous respécifie l'erreur pour le moment.
Tac, 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 tac. Vous aviez parlé de visual qualité intégrée. Oui, 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 l'outil visual qualité, il est intégré et vous pouvez récupérer, les visuals, une fois que, donc il faut attendre que le traitement IPMSI soit fait, parce qu'en fait, les visuals sont créés en même temps que vous allez gérer les tableaux valides. Et une fois que ces tableaux sont générés, vous allez dans résultats au valide et là, la coche qualité, c'est vous récupérez les visuals qualité. Voilà, vous faites télécharger et là, ça vous dit où c'est téléchargé. Merci. Un établissement ex-OQN qui réalise une activité ambulatoire dans le cadre de la réforme des autorisations ne peut-il pas coder cette activité dans les RAA? Alors, il y a une question, là, on dépasse le sujet druide. Il y a une demande de pouvoir, enfin, concernant l'activité ambulatoire qui est en cours d'instruction avec la DGOS, mais c'est pas un sujet druide en tant que tel. Mais en tout cas, c'est un sujet qui nous a été remonté à plusieurs reprises et qui est en cours d'instruction côté DGOS. Des erreurs ressortent sur des chevauchements de séquences sur les isolements contention au vu des sujets sur Agora. Savez-vous dire si ceux-là sont des vraies erreurs ou qui sera corrigé sur une version prochaine de Druid? Alors, peut-être que je vais Ouais, passer à une slide que j'ai attendez, ouais, heu on va l'évoquer, mais ce que je effectivement, on vais a pris en l'évoquer, peut-être compte. que je vais en profiter et puis comme ça, on prendra les autres questions par la suite. Donc juste des rappels sur, ce que je viens de dire, c'est que les codes des contrôles évoluent. Donc il y a un tableau de correspondance qui est mis à disposition, même, là, c'est pas du futur, c'est déjà fait. Donc certains contrôles ont été corrigés, donc il y avait des petits bugs dans Pivoine ou des fonctionnements différents entre le secteur ex-OQN et ex-DG qu'on a un peu uniformisé. Donc il peut y avoir des petits deltas entre Pivoine et Druid, mais en fait vers un meilleur fonctionnement. Et donc comme je disais tout à l'heure, les tableaux qualité, sont en cours d'ajustement sur, IPMSI. Par ailleurs, pendant la phase de test, il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés, notamment, sur le support et justement là, c'est là où on voulait communiquer avec vous sur, qu'est-ce qu'on a prévu d'intégrer. Donc là, ça ne sera pas dans la version de test, mais ça sera dans la version qui vous sera livrée pour le M1, donc pour la version de production. Donc en évolution, il va y avoir une amélioration du rapport, détaillé, pour mieux identifier les lignes erronées, en fonction du type de fichier. Donc quand l'erreur sera dans les RPS, vous aurez comme information le numéro de séjour, la date d'entrée et de sortie du séjour et date de début et de fin de séquence. Donc ça vous permettra de retrouver, plus aisément la séquence en question. Quand ça sera un RAA, vous aurez l'IPP du patient et la date de l'acte pour retrouver plus aisément le RAA, qui pose problème. Quand, ça concerne le fiche comp isolement et contention, vous aurez le numéro de séjour, le numéro de séquence isolement ou contention, la date et heure de début et de fin de la séquence d'isolement ou de contention, pour retrouver toujours, au mieux, l'enregistrement. Pour le fiche compte transport, vous aurez le numéro de séjour et la date du transport. Et pour le fiche compte temps partiel, vous aurez le numéro de séjour et la date de la venue ou de la séance à temps partiel. Voilà pour ce point-là. Ensuite, on a trouvé un certain nombre d'anomalies, enfin d'erreurs qui vont être corrigées. Donc ça permet de répondre à la question et puis de répondre peut-être à d'autres questions qui ont été formulées. Donc, sur la présentation de l'âge des patients dans IPMSI pour les établissements ex-OQN, il y a une correction qui va être faite. Il y a une problématique sur le référentiel finesse géographique qui n'est pas exhaustif pour les ESPIC et donc cet élément va être corrigé. Pour l'isolement et la contention, où en effet, le contrôle sur le chevauchement des séquences, était, hem trop strict puisque en fait, il interdisait que la date et heure de fin, d'une séquence soit égale à date de heure et que la date et heure de fin d'une séquence soit identique à la date et heure de début de la séquence suivante, ce qui ne sera plus le cas. On considérera qu'il y a un chevauchement quand vraiment ça se chevauche, mais quand c'est égal, donc la fin de l'une est égale au début de l'autre,
ça sera possible et donc ça lèvera un certain nombre d'erreurs qui ont été identifiées, à tort jusqu'à présent. Donc il y avait aussi des problématiques sur l'isolement qui ou la contention qui se terminait, après la fin de séquence d'export. Par exemple, si vous avez au 31 janvier, heu, un isolement qui commence à 23 heures et en fait la séquence va se terminer le 1er février et ben, Druid tolérera ce dépassement. Heu, voilà. Après il y avait des lignes qui sautaient dans le rapport dans l'affichage dans le rapport détaillé du fiche comp isolement et contention et également transport qui ont été corrigées. Il y a, des corrections qui ont été faites aussi sur certaines erreurs du fiche compte transport et donc le libellé de la pop-up au moment du téléchargement des visual qualité qui a été corrigé. Voilà pour en tout cas les points qui seront corrigés dans la version à venir de Druid et je pense que ça répond à la question pour l'isolement et les contentions et peut-être à d'autres questions, je sais pas. Alors, dans le fichier UM, le type d'UF doit être renseigné, sinon c'est bloquant. C'est une question. Ah, alors le type d'UM doit être renseigné, heu, Le type d'UM. mais par contre vous avez, la possibilité de type d'unité, de mettre non défini. Donc la variable si vous ne savez enfin, si c'est ni une unité de gérontopsie, ni une unité de post-cure, ni une unité de réhabilitation intensive et cetera, vous pouvez mettre, non défini. C'est le cas d'une grande proportion d'UM. Avez-vous conservé les numéros d'erreur P1 dans le compte-rendu Druid? Non, ce ne sera pas les Non, mêmes. c'est dans la doc que vous avez accès aux erreurs aux noms d'erreurs historiques. Peux-tu refaire? Donc, pourriez-vous refaire la démonstration de visual qualité? Alors, attendez, j'ai hop, donc là, j'ai transmis alors, je vais retourner sur l'établissement où j'ai fait l'export pour être sûr que ça marche. Donc j'ai transmis mes données, j'ai fait, donc les traitements sont terminés. Donc là, je vais dans résultats au valide. Je sélectionne visual, qualité, je fais télécharger. Là, on me dit où c'est stocké. Par exemple, je peux faire un copier-coller, hop, et là, j'ai 2 fichiers, visual qualité concernant les RA et les RPS. Ah, là, je peux ouvrir le CSV et là, j'ai mon fichier, de visual. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ben, c'est tout bon pour les questions. Oui, OK, tu as répondu. bon, bah, très bien. Donc je vais continuer. Hem, donc d'autres messages clés qu'on souhaitait vous communiquer. Donc sur le fonctionnement actuel de la gestion des archives par Druid, qui est un petit peu différent, des outils historiques. Donc pour les outils historiques, l'archive réglementaire que vous deviez conserver 5 ans à minima, 5 ans d'ailleurs, c'était les fichiers qu'on appelait in et out. Ces fichiers in et out d'Android, ne s enfin voilà, c'est plus des fichiers in et out, les archives officielles. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne et quels sont quel est le contexte. Donc voilà, donc pourquoi vous devez déjà, gérer les archives produites par nos outils? C'est que nous, on n'a pas à disposition les archives avec des données identifiantes. Et par contre, elles peuvent être nécessaires dans certaines situations pour revenir au séjour, enfin aux données identifiantes, aux données qui permettent de, retourner au séjour, du patient ou à la prise en charge du patient.
Et notamment, ces, informations sont nécessaires dans certaines situations. Alors pour la psy, la seule situation où c'est nécessaire, c'est pour faire les tirages au sort HAS. Donc il y a un certain nombre de séjours, qui sont, sélectionnés dans le cadre des IQSS et il vous est nécessaire de retourner aux dossiers qui ont été sélectionnés. Donc nous, on va pouvoir calculer, enfin tirer au sort un certain nombre de dossiers et après il faut pointer vers les séjours et ça, c'est vous qui avez l'information. Nous, pour des raisons, bah, justement RGPD, on n'a pas accès à cette information et donc on a besoin d'accéder, enfin en tout cas, on a besoin d'accéder. Vos archives doivent être à disposition pour que vous puissiez retrouver les séjours qui sont concernés. Voilà. Mais il y a d'autres situations dans les autres champs, notamment l'ENC, les contrôles externes, si vous participez à l'UNC ou si vous avez un contrôle externe, où bah, voilà, les archives sont également à utiliser un peu dans le même cadre. Donc il faut déjà, pour la gestion des archives, être très rigoureux, justement, pour pouvoir les conserver pendant la durée réglementaire de 5 ans. Donc être particulièrement vigilant pour le M12, mais si possible pour toutes les périodes de l'année, comme ça c'est plus propre. Conserver ces archives sur des supports qui sont accessibles à plusieurs utilisateurs, donc pas sur un poste de quelqu'un qui peut-être peut partir, perdre son ordinateur, enfin voilà. Donc comme je dis, éviter des sauvegardes locales et respecter votre politique, RSSI et d'archivage. Donc, juste un point important. Alors vous, ça apparaîtra au M12 2025, mais même, enfin voilà, on vous le précise quand même. Au M12, Druid vous rappellera qu'il faut être particulièrement vigilant au moment de l'export. Voilà. Ensuite, de quelle archive on parle? Parce qu'en fait, Druid peut générer plusieurs fichiers zip. Et c'est quoi l'archive réglementaire qui est utile pour faire les tirages au sort HAS? C'est celle qui est définie dans le répertoire de sauvegarde. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on va dans paramétrage, il y a un répertoire de sauvegarde. Ce répertoire, par défaut, il s'appelle sauvegarde, mais voilà, vous pouvez le modifier et le faire pointer ailleurs, peu importe, mais en tout cas, c'est ici que va être créée l'archive réglementaire. Toutes les autres fichiers IP qui peuvent être produits par Druid ont des autres fonctionnalités. Voilà. Donc, voici le chemin. Après cette archive, réglementaire, il y a des conventions de nommage. Donc elle a tout le temps le même type de nom. Donc là, je vais le montrer en pratique. Alors attendez. Hem, Si je vais dans les répertoires Druid et que je vais dans le répertoire de sauvegarde, hop, donc là, je vais dans le répertoire de sauvegarde de ce finesse-là et donc là, ça, c'est une archive, en tout cas l'archive qui sera utilisée par les outils de tirage au sort HAS et que vous devez conserver 5 ans. Donc vous avez le finesse qui est rappelé, ensuite l'année, la période, le type le champ, la partie, enfin le type de module de Druid, donc la partie séjour. Ensuite, vous avez la date et l'heure où vous avez généré l'archive. Et un numéro unique que vous pouvez retrouver dans l'état IPMSI et que vous pouvez retrouver dans IPMSI pour savoir, quel est, vraiment le numéro qui correspond au traitement qui est dans IPMSI. Donc si vous avez fait plusieurs traitements un même mois, comme ça, vous savez lequel, correspond aux données qui sont, déposées dans IPMSI. Donc c'est un peu ce que je reprends là dans le diaporama. Je vous l'ai montré en direct. Alors je vais représenter le diaporama. Voilà, donc je vous ai expliqué quelle forme ça prenait. Et donc, comme je disais, ce fichier zippé, il faut le conserver dans un répertoire qui est accessible à d'autres utilisateurs en respectant votre politique RSSI et d'archivage. Voilà. Sur les autres commandes, justement, tout ce qui génère des fichiers .zip, mais qui ne sont pas produits par défaut dans le répertoire de sauvegarde, donc exporter pour un dépôt manuel dans IPMSI ou générer les in et out anciens formats, ça ne correspond pas aux archives réglementaires que nous utiliserons pour les tirages au sort SAS.
ça correspond à d'autres fonctionnalités de la plateforme. Donc ça, c'est important à retenir. Donc les in et out, c'est pour alimenter vos outils de reporting. Si vous n'avez pas besoin de mettre des in et out dans votre fichier de reporting, c'est même pas la peine d'utiliser cette fonctionnalité. Et si vous n'avez pas besoin de déposer manuellement des données sur IPMSI, ce n'est pas nécessaire d'utiliser la fonctionnalité export pour dépôt manuel sur IPMSI. Voilà. Donc comme je le disais, l'idée du traitement, il correspond à ce que vous retrouvez dans état IPMSI. Ça vous permet de savoir si vous avez fait plusieurs traitements de données un même mois, quel répertoire correspond, enfin quelle archive correspond aux données qui sont sur IPMSI. Et également donc au M1 2025, mais pour la psychiatrie, en fait, ça sera, au M1, 2026. Là, c'est une évolution de Druid, dans les champs MCO et SMR. En tout cas, à partir du moment où vous aurez une archive annuelle validée ARS, vous pourrez récupérer cette archive pour la copier. Comme ça, en fait, ça vous évitera d'avoir savoir comment retrouver l'archive. Druid vous proposera de la récupérer automatiquement. Voilà, donc ça, c'était sur la gestion des archives. Ensuite, quelques messages clés, supplémentaires, pour, justement, analyser les erreurs que peuvent produire Druid et savoir comment remonter les informations au support ou savoir si vous pouvez le gérer vous-même. Donc, comme je disais, il y a 3 types de fichiers qui sont obligatoires, donc RPS ou RAA. Les autorisations des UM et la NOASP ou les factures pour les XOQN. Donc si vous n'avez pas produit l'un de ces 3 types de fichiers, et ben, il va avoir une erreur. Donc là, Druid, au moment où vous allez mettre contrôle, il va tout de suite vous dire, et en clignotant, il y a un problème sur, ce fichier est manquant. Donc vous allez tout de suite le savoir. Donc là, c'est assez simple de comprendre l'origine de la problématique. Si la phase de pré-traitement rejette tous les RPS ou RA ou toutes les autorisations d'UM, vous aurez un message aucune donnée transmettable. Et donc là, il faut aller dans les comptes rendus général et détaillé pour essayer de comprendre pourquoi vous avez aucune donnée transmettable. Et si vous ne comprenez pas pourquoi ou si vous n'arrivez pas à régler la problématique, bah justement, c'est ces rapports qui vont permettre au support de répondre à votre question. Donc c'est ces éléments-là qu'il faudra que vous fournissiez à notre support pour qu'on puisse vous répondre au mieux. Ensuite, une fois que les contrôles sont enfin, dans la phase de contrôle de données, quand les contrôles tournent, si jamais vous trouvez que ça met un peu trop de temps, vous pouvez consulter les traces pour justement voir si, l'application tourne toujours ou s'il y a une problématique. Et l'application, vous voyez si elle tourne toujours quand, toutes les 30 secondes, enfin voilà, enfin toutes les quelques secondes, vous voyez des lignes s'implémenter. À un moment donné, il peut avoir un message d'erreur et ce message d'erreur, ça peut vous permettre de régler la problématique ou si vous ne la comprenez pas, en tout cas de l'envoyer à notre support pour qu'ils comprennent, éventuellement ce qui a pu se passer. Ensuite, bon, la consultation des rapports, donc général et détaillé, ça permet de comprendre les erreurs un peu plus en détail. Voilà. Si vous avez des problèmes pour transmettre, c'est intéressant de regarder l'état de l'icône transmission et compte rendu, de l'actualiser pour voir si les transmissions sont bloquées ou pas, et également regarder l'état IPMSI pour voir si les données sont validables ou pas. Là, par exemple, vous êtes dans la situation où des données ont été déposées, mais le traitement n'a pas réussi. En tout cas, il est en cours, probablement. Donc, en fait, il faut attendre que le traitement soit terminé pour pouvoir faire quelque chose sur l'application. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires, Aurélie? Non, c'est tout bon. Ok. Bah, donc je vais continuer. Hem, il y a donc un dernier point qui concerne plutôt les établissements ex-OQN. Alors bon, voilà, si les établissements ex-DAF ont pas de questions complémentaires à poser et ont tout compris, peuvent éventuellement se déconnecter. Mais donc là, c'est une information
qui va concerner que les établissements ex-OQN. Mais à la fin du webinaire, on refera une série de questions-réponses et si jamais il y a des questions enfin des reprises de questions des phases précédentes, on y répondra. Donc, juste un point sur le reste à charge. Donc, dans le contexte, donc, il y a un vide chaînage qui a été créé, afin de véhiculer les informations de chaînage pour les prises en charge ne générant pas de RSFA. Donc, par ailleurs, les informations de facturation qui sont émises auprès des organismes complémentaires, que ce soit le ticket modérateur sur la nouvelle, base du TNJP, les forfaits journaliers, les prestations extralégales et cetera, ne sont plus systématiquement présentes du fait de la réforme du financement en 2022. Elles sont plus systématiquement présentes dans les RSF. Et donc, notre objectif actuel, c'est, de disposer des informations, sur, l'assurance maladie complémentaire, donc sur le reste à charge, afin de conduire certains travaux d'analyse, donc côté ATIH et DGOS, mais également, pour d'autres acteurs. Et également, d'avoir une exhaustivité du chaînage, justement qui était permis, via le vide chaînage. Donc, la question et puis la problématique, c'est comment transmettre les informations de facturation, qui sont émises auprès des organismes complémentaires. Et donc, la proposition, c'est d'intégrer, et ce qui est déjà le cas par un certain nombre d'établissements, ces informations via les RSF. Donc ils puissent également produire, enfin remonter ces informations. Par ailleurs, il y a un point important qu'on souhaite, vous rappeler, c'est que les établissements de santé anciennement financés par, ex-OQN, ils doivent transmettre leur RSF couplé à leurs données d'activité, et donc, la production des RSF n'est pas optionnelle. Il faut bien les produire, systématiquement lorsqu'il y a eu une facture. Et le vide chaînage sert uniquement à produire des informations de chaînage lorsqu'il n'y a pas eu de facture. Donc le vide chaînage ne rend pas la production des RSF optionnelle. Et il reproduit, le bordereau de facturation transmis par les établissements aux organismes d'assurance maladie, dont l'assurance maladie complémentaire. Voilà. Et donc comme je disais, le cas particulier d'un vide chaînage, ça permet de produire, des informations de chaînage lorsqu'il n'existe pas de facture. Voilà pour cette information, sur le le vide chaînage en tout cas l'information sur le reste à charge des établissements ex-OQN. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions Non, ou des réactions sur non, cette c'est tout partie-là? bon. OK. Bah, Ah si, ah, attends, il y en a une. Ah oui, bah, est-ce que nous aurons un enregistrement du webinaire? oui, alors vous avez déjà accès à un enregistrement du webinaire du mois de décembre sur le site internet de l'agence. Et là, on va le mettre à disposition d'ici la fin de semaine, je pense, cette mouture du webinaire. Donc, oui, sera disponible ainsi que le diaporama. Voilà. Donc vous pourrez récupérer, les informations auxquelles vous n'avez pas eu accès. Il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de terminer là et bah, de vous souhaiter une bonne, prise en main de cet outil, puis une bonne fin de journée. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite donc une bonne journée.